Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine à la fois fondamental et délicat dans la pratique professionnelle de l'OSINT, la recherche d'informations sur des individus. Que vous soyez journaliste, enquêteur, professionnel des ressources humaines ou expert en cybersécurité, la capacité à rechercher, croiser et analyser des données personnelles accessibles publiquement est une compétence essentielle. Internet déborde d'informations. Le défi, c'est de les exploiter avec rigueur et discernement. Durant cette session, je vous présenterai les méthodes, techniques et outils pour examiner les noms-prénoms, numéros de téléphone, adresses e-mail, pseudonymes et adresses physiques. Nous verrons aussi l'importance des métadonnées et des réseaux sociaux dans vos enquêtes. Avant toute immersion technique, il est crucial de respecter les cadres légaux qui régissent l'investigation personnelle. En Europe, la collecte et l'exploitation de données personnelles, même accessibles publiquement, sont strictement encadrées. Le RGPD s'applique dès lors que vous collectez, stockez ou traitez des données personnelles identifiables, et cela même si ces données sont publiques. Il impose plusieurs points. Vous devez avoir une raison valable et licite pour collecter ces informations, comme la vérification de CV, l'investigation journalistique ou la prévention des fraudes. Ensuite, ne collectez que les données strictement nécessaires à votre enquête. Si vous devez vérifier un CV, vous ne téléchargerez pas toutes les photos publiques du profil du candidat. Notez qu'en principe, la personne concernée doit être informée que ces données sont utilisées. Bien sûr, s'il y a un risque que la cible détruise les preuves, on en est exempt. Sachez aussi que vous ne pouvez conserver ces données indéfiniment. Pour une vérification de candidat, ce sera jusqu'à la fin du processus de recrutement. Par contre, si l'affaire passe par la justice, conservez-les jusqu'au jugement. Si vous désirez les conserver pour vous en servir de support de formation ou de démonstration, vous devrez les anonymiser. Finalement, même collectées publiquement, les données doivent être protégées. Typiquement, vous ne les mettrez pas sur un cloud public à moins que la solution soit elle-même sécurisée. Et même localement, vous devrez utiliser un disque dur chiffré. Et je vous conseille même de chiffrer les documents en eux-mêmes, par exemple avec VeraCrypt ou 7zip. Certaines professions disposent de dérogations légales, les journalistes, avocats, enquêteurs privés. Mais en dehors de ces cas, aucune dérogation ne vous exonère de ces obligations. En complément, le Code civil protège la vie privée. Vous ne pouvez pas collecter ni diffuser des informations sensibles, comme une adresse personnelle, des données de santé, ou encore des opinions politiques ou religieuses. Publier une capture d'écran provenant d'un compte Facebook privé peut constituer une infraction. Pensez donc à définir ce qu'il est légal ou non de faire selon votre situation. Nous avons tous, un jour, cherché des informations sur quelqu'un. Cependant, rechercher des informations sur une personne peut sembler simple au premier abord. Et pourtant, cela devient vite complexe si elle n'est pas connue publiquement. Un nom complet n'est souvent pas suffisant. Il faut le croiser avec une date de naissance, une ville ou une entreprise. La première étape consiste à utiliser un moteur de recherche. Dans ce cas-là, on voudra une recherche la plus précise possible. Nous utiliserons donc des opérateurs avancés tels que les guillemets. J'ai déjà publié une vidéo sur les requêtes avancées. Elle peut vous être utile si vous ne l'avez pas encore visionnée. Il existe également des moteurs spécialisés dans la recherche de personnes. Ils sont particulièrement efficaces pour des recherches en Amérique du Nord. Pensez toujours à croiser les informations provenant de plusieurs sites afin de vérifier leur exactitude. Cela est d'autant plus important si vous utilisez les versions gratuites, qui fournissent souvent des données partielles mais complémentaires. En effet, chaque site ne divulgue pas les mêmes types d'informations. Par exemple, True et Fast partagent la même base de données, car ils appartiennent à la même société. Toutefois, si vous demandez la suppression de vos données sur l'un des deux, elles ne seront pas automatiquement effacées sur l'autre. Il est donc important de vérifier les deux services séparément. Le site Radaris a l'avantage d'afficher les numéros de téléphone et les adresses.
tandis que Spokeo s'efforce de proposer une base de données aussi précise que possible. Cependant, les informations ne sont accessibles que si vous êtes inscrit. Il peut être pertinent de connaître les sociétés possédées ou dirigées par votre cible. Dans ce cas, nous utiliserons Papers. Malheureusement, une réglementation de l'Union européenne interdit de divulguer qui sont les bénéficiaires d'une société. Sauf si, d'après la loi Sapin 2, vous avez un intérêt légitime à connaître ces informations. D'après leur site, vous y aurez accès si vous êtes par exemple avocat, expert comptable, salarié d'une banque, d'un assureur, etc., etc. Ils donnent plein d'exemples et je vous suggère de les contacter si vous pensez que vous y avez droit. Sachez que cela dépendra de sur qui vous enquêtez, mais il arrive très souvent que les propriétés d'une société civile immobilière la domicilient chez eux. Regardons vite fait ici, par exemple, Dupont et Dupont Associés, ils ont une SCI. Et là, nous n'avons pas de chance. L'adresse est à des bureaux. Mais nous avons une ancienne adresse qui, elle, peut-être correspond à ce qui était leur logement. Pour les enquêtes qui demandent des recherches à l'international, il existe d'autres sites spécialisés, généralement par pays. Je vous invite à utiliser Open Corporate ou OCCRP Alep. Notez qu'il peut être aussi très utile de faire une recherche dans les avis de décès des journaux. Cela permet d'identifier tous les membres d'une même famille. Les adresses. Elles sont importantes parce qu'elles identifient un lieu physique et donc unique. Avec Google Maps et Street View, on peut connaître le type du bâtiment, maison, appartement, voir s'il y a des plaques professionnelles ou si un véhicule est garé. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous apprendre à utiliser Google Maps, mais juste au cas où, on peut par exemple, je sais pas, aller là et regarder si devant une entrée, il y a des plaques professionnelles. Alors, je sais pas du tout où on est, mais dans les parties résidentielles, vous pourrez par exemple trouver, quelquefois, le type du véhicule, le modèle et sa couleur. Le site géoportail de l'urbanisme est une ressource publique officielle qui centralise les documents d'urbanisme des communes françaises. C'est une mine d'informations géographiques et réglementaires pouvant s'avérer très utile, notamment dans des missions liées à l'immobilier, la localisation, le profilage patrimonial ou le social engineering. Par exemple, lors d'une enquête sur un profilage patrimonial, cela vous permettra de savoir si une personne possède un bien dans une zone protégée ou constructible, voire même tout simplement de vérifier l'usage d'un lieu. Sommes-nous dans une zone résidentielle, commerciale ou agricole? Cela peut nous aider à vérifier que la cible habite bien ici. Ces informations peuvent aussi se révéler utiles lors d'une enquête pour comprendre les enjeux d'un projet urbain. Peut-on entre autres établir des liens avec des élus, des promoteurs? Puis, si vous réalisez du social engineering, vous pourriez vouloir simuler un profil technique, tel que architecte ou agent immobilier. Les informations du PLU vous rendront plus crédible. Malheureusement, vous ne connaîtrez pas le nom du propriétaire d'un bien. Nous devons avoir accès au plan cadastral. Il est possible d'obtenir en ligne, mais pas la matrice cadastrale. Pour cette dernière, qui nous donnera le nom du propriétaire, il faut remplir un formulaire et l'envoyer au centre des impôts dont dépend la parcelle. Cependant, je dois amender ce que je viens de dire, parce que sur papers.fr, nous avons l'option immobilière et nous pouvons cliquer sur certains bâtiments, même sans la version pro, et nous avons un petit onglet propriétaire et nous pouvons voir toutes les sociétés qui possèdent un appartement ou un bureau dans ce même bâtiment, voire même voir les occupants, c'est-à-dire les locataires, et avoir directement accès à une fiche de toutes les personnes liées aux occupants ou aux propriétaires. Une information que l'on peut avoir facilement est l'historique des ventes d'un bien ainsi que les prix. Zoomons au hasard, il s'agit d'un terrain vendu pour quasiment 200 000 € en 2021. Et je peux faire ceci même dans les villes.
L'appareil, une maison 3 pièces, 85 mètres carrés, quasiment 200 000 euros. Attention, les données présentes sur le site ne concernent que les 5 années glissantes par semestre, avec des mises à jour en avril et en octobre chaque année. On y trouvera la date de vente, le prix, le type du bien, sa surface et le nombre de lots, et les identifiants cadastraux. Il existe aussi un moyen pour connaître tout le patrimoine immobilier d'un particulier ou d'une personne morale sur une commune donnée. Pour cela, il faudra remplir le formulaire 3233 SD. Vous aurez alors accès aux adresses des biens détenus dans la commune, leur nature, leur référence cadastrale, leur surface, leur valeur locative et parfois la date d'acquisition. Pensez toujours à utiliser un annuaire inversé. Cela nous donnera le nom, prénom et numéro de téléphone du propriétaire de la ligne, même si beaucoup de personnes privées sont sur liste rouge et n'apparaissent plus sur les annuaires. Les professionnels, quant à eux, y seront quasiment toujours. Infobel pour les recherches internationales, peut-être une solution. Sur les réseaux, des adresses peuvent parfois apparaître, que ce soit sur un profil ou tout simplement sur un post. Il peut donc être pertinent de faire une recherche du type 12 rue des Lilas, Paris, site Facebook. Là, on voit que ça n'a pas été très efficace. Je vais faire la même recherche, mais directement sur Google. 12 rue des Lilas, et je vois 2 résultats pour Facebook. Nous devrons faire cette recherche pour chaque réseau social sur lequel nous voudrons enquêter. Il existe des moteurs qui ne font des requêtes que sur les réseaux sociaux. Cela peut nous simplifier la vie, même si l'on doit quand même faire attention qu'il n'oublie aucun résultat. Là, pour 12 rue des Lilas, je n'ai aucun résultat entre guillemets. Et si j'enlève les guillemets, je commence à avoir des résultats, mais je vois que ce n'est pas par adresse. Donc, ils ont leurs propres limites. Sachez que vous pouvez créer votre propre custom search engine. Je vous invite à vous renseigner. Cela peut être très utile. Certaines personnes domicilient leur société dans leur domicile. Vous pouvez faire une recherche sur papers.fr et voir quelle société existe à telle adresse. Vous aurez ainsi accès à leurs associés, quels sont les dirigeants d'une société. Attention à trier les résultats, on peut vite se retrouver avec des faux positifs. Aussi, si votre cible a mis sa maison en vente, il faudra visiter le site web de l'agence et vérifier qu'aucune information n'est disponible, telles que les médicaments, la couleur des chambres. Et oui, cela nous permet de se faire une idée sur le sexe des enfants, tout comme de trouver de possibles patients. On peut aussi quelquefois avoir des plaques d'immatriculation et même les plans de logement. Toutes ces informations peuvent être utiles pour le social engineering, pensez donc à les vérifier si cela est dans vos objectifs. N'oubliez jamais que ces informations peuvent servir de pivot. Pensez toujours au cycle OSINT où il faut faire régulièrement de nouvelles itérations. Numéro de téléphone. Les gens changent rarement de numéro. Il sert donc d'identifiant unique. Malheureusement, il est possible d'avoir un faux numéro de téléphone ou tout simplement un numéro burner. Il peut s'avérer donc très utile d'enquêter sur ces numéros. Évidemment, on commencera par une recherche inversée. Cela nous permettra d'obtenir le nom du propriétaire de la ligne ou de la société ainsi que son adresse. Je pense là typiquement aux pages blanches. Une autre technique consiste à ajouter le numéro dans les contacts de notre téléphone dédié à l'OSINT. En effet, beaucoup d'applications utilisent les contacts du téléphone pour identifier un utilisateur. Il n'est donc pas rare que ces applications nous révèlent des informations. Par exemple, WhatsApp vous affichera le nom, la photo et le statut du contact. Telegram nous affiche le nom et le pseudonyme, plus une bio, etc., etc. N'hésitez pas à faire cette démarche, mais utilisez un téléphone dédié. On n'est jamais trop prudent. Il peut être aussi utile de tenter de rechercher le numéro dans un moteur de recherche. Cependant, on n'écrit pas toujours les numéros de la même manière. Il faudra donc regrouper les numéros de façon différente selon les pays. Avec et sans guillemets, avec ou sans code pays. Cela peut permettre d'obtenir des documents où ce numéro apparaît. Par exemple, je viens de faire une recherche avec soit un espace, soit sans espace. Et je peux la compléter avec un code pays. Par exemple, plus 33. Et là, je taperai 6, 12, etc., etc. Si votre client ou même vous-même avez reçu des photos ou un MMS,
Essayez d'en extraire les métadonnées. Elles peuvent contenir le modèle du téléphone, la localisation GPS et même la date où la photo a été prise. Dans ce cas, vous devrez travailler sur l'image reçue. Et là encore, je vous invite à regarder la vidéo dédiée. Les emails. Tout comme les numéros de téléphone, ils sont devenus des identifiants puisqu'ils sont uniques. Pensez que la partie avant l'arrobase peut être utilisée comme un pseudonyme quand il ne s'agit tout simplement pas du nom de la personne. Donc, si l'on a un email, on a forcément un pseudonyme ou un nom. Lorsque l'on fait une recherche web, il peut être intéressant d'utiliser tout ce qui se retrouve avant l'arrobase, mais avec l'arrobase inclus, car plusieurs domaines peuvent être découverts. Par exemple, une recherche typique serait celle-ci, pseudo, arrobase. Cette technique permet de connaître où une adresse email a été enregistrée, sur quel site, mais surtout, elle permet de vérifier cet email sur d'autres domaines. Si vous aviez une adresse Orange, vous trouverez peut-être aussi des résultats pour une adresse Gmail ou Yandex. On l'a vu précédemment, mais les moteurs spécialisés dans la recherche de personnes proposent aussi souvent une recherche basée sur l'email. Là, je pense à Epieos. Et non seulement nous avons un téléphone, mais nous avons aussi un email. Là, on va faire un test. Donald Trump. Et voyons ce qu'il va trouver. Et apparemment, cette adresse email existe sur 64 sites. Et la plus ancienne est sur LinkedIn en 2012. Et bien sûr, si vous voulez plus d'informations, il faudra vous inscrire, voire vous abonner. Maintenant, si vous n'avez pas encore l'email d'une personne, il est possible de le deviner. C'est surtout efficace pour trouver le mail professionnel d'une personne. Il vous suffira d'utiliser son nom et prénom et de faire une série de permutations. Il y a des outils qui font ça automatiquement. Par exemple, Email Permutator. Et là, j'ai un exemple qui m'est de suite donné, c'est Tim Cook SpaceX. Et nous voyons toutes les possibilités auxquelles il a pensé. Il en existe d'autres, certains avec plus d'options que d'autres. On peut alors vérifier sur des sites pour voir si le compte existe. Mais nous ne le ferons pas, car cela peut nous bloquer et surtout la cible peut être prévenue d'une tentative de connexion, chose que nous ne voudrons jamais. Il vaut mieux donc utiliser des sites proxy tels que Hunter.io. Quelquefois, on aura besoin de trouver un maximum d'emails d'une société pour tester par exemple le social engineering d'une boîte. On peut trouver des listes d'employés sur le web et si on a trouvé la combinaison des emails de la société, on pourra alors du coup deviner tous leurs mails, tous les employés que l'on connaît. The Harvester peut être très utile pour ce genre de procédé. Alors il me semble qu'il n'est pas encore installé, et non. Donc du coup je vais aller sur le site web The Harvester, et je vais suivre leur procédure pour l'installer. Parfait. Et là nous avons le message d'aide par défaut. Je suis allé voir la documentation pour savoir comment s'en servir. Et nous devons rajouter "-b" avec soit All, soit DuckDuckGo, soit Google, soit Baidu, etc. Et là, du coup, il va faire une recherche pour ce qui concerne Microsoft.com. Et il nous a trouvé quelques résultats. Il en existe donc d'autres. Il y a Spiderfoot, Geant et Pieos. Parmi tant d'autres, je vous invite à vous faire votre propre opinion sur chacun d'entre eux. Les pseudonymes. Sur Internet, les pseudonymes sont omniprésents. Ils peuvent révéler bien plus qu'on ne l'imagine. Passion, activité, relations. Autant d'indices potentiels sur une personne. Sur les plateformes, un pseudonyme est souvent associé à un profil utilisateur. Ce simple nom d'utilisateur peut parfois en dire long, surtout s'il est unique ou porteur de sens. Une même personne peut utiliser plusieurs pseudonymes différents. Votre mission, ce sera de tous les repérer. Attention cependant, ce n'est pas parce qu'un pseudonyme est utilisé sur un site, il appartient forcément à la même personne sur un autre. Certains sont très répandus, soit parce qu'ils sont stylés, soit parce qu'ils sont liés à une personnalité connue. Prenons l'exemple de Zerator, célèbre créateur de contenu dans l'univers du gaming. Il peut utiliser différents pseudonymes selon les jeux ou les plateformes pour rester discret, ou tout simplement parce que le pseudonyme était déjà pris. Et bien sûr, certains peuvent aussi tenter d'usurper son identité.
D'où l'importance de vérifier les variantes d'un pseudonyme, par exemple. Je pense là à Zerator34 ou Zerator avec un 3 au lieu du E, etc., etc. Ces petites différences peuvent vous mener à de nouvelles pistes ou vous éviter de suivre la mauvaise. Parfois, les utilisateurs listent eux-mêmes tout leur réseau pour se promouvoir. Lisez attentivement leur biographie. Elle peut renvoyer sur des sites centralisant leur profil, comme About Me ou Keybase.io. Keybase en particulier peut s'avérer une vraie mine d'or. Et là, nous avons beaucoup plus d'informations. Et si nous allons tout en bas, nous avons tous ces réseaux sociaux. Il faut aussi comprendre comment fonctionnent les plateformes. Très souvent, les URL contiennent le pseudonyme. Par exemple, sur X, comme on peut le voir là en bas à gauche, le pseudonyme est dans l'URL. Pareil sur Facebook, pareil sur LinkedIn. Là, sur Foursquare, c'est un identifiant. Malheureusement, ce sera plus difficile. Instagram, c'est aussi un nom d'utilisateur. Medium, c'est aussi un pseudonyme. Pinterest, le pseudonyme. Vimeo, ça ressemble à un pseudonyme, mais c'est pas le même. Donc là, nous avons un nouveau pivot. Et là, une page Wikipédia. Et donc, pour retrouver tous ces sites, nous utiliserons cette requête in URL profile or user in URL pseudonyme. Et là, je mets la personne que l'on recherche. Par exemple, Donald Trump. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de résultats. Là, j'ai peut-être pas pris le bon exemple, mais vous voyez l'idée. Cela permet d'identifier les comptes Facebook, X, mais on voit aussi d'autres réseaux et même sites moins connus. Ensuite, pour se simplifier la vie, on utilise des outils qui automatisent les recherches sur les pseudonymes. Là, je pense à Namecheck. Et Namecheck fera une recherche pour les noms de domaine, mais aussi pour les noms d'utilisateurs. Et en rouge, nous voyons que c'est utilisé sur YouTube, sur Facebook, sur Reddit, mais disponible sur Basecamp. Alors, ce n'est pas le plus pratique parce qu'il ne nous donne pas directement le lien. Pour ce faire, les enquêteurs ont créé une autre ressource, beaucoup plus intéressante, et c'est What's My Name. Je vous conseille d'aller directement sur le site web du créateur et d'aller sur le lien de son app. On accepte, et là, pareil, on fait Donald Trump, on met aucun filtre, et on fait rechercher. Alors, pour dire qu'on n'est pas un robot, on parle des rideaux. Normalement, c'est bon. Et là, il fait la recherche. Et petit à petit, vous allez voir que ce tableau va se remplir. Et il va nous dire sur quel site un compte existe. Et là, nous avons directement l'URL pour vérifier si c'est réel ou pas. Et là, nous voyons qu'il n'y a rien de disponible publiquement. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'un projet open source et le code est disponible ici. Il est régulièrement mis à jour et tout repose sur ce fichier. Comme vous pouvez le voir, nous avons le nom de la ressource, l'URL à vérifier. Il se sert de la même technique que tout à l'heure nous avons vu pour créer notre propre outil à partir d'une page web. Il prend le lien et il rajoute le nom d'utilisateur à la fin. Il vérifie le code renvoyé et il nous dit si un site existe ou pas. Nous pouvons donc modifier ce texte si nous le souhaitons et rajouter des sites si nous trouvons qu'ils sont manquants. La limite sera donc qu'il faut qu'il utilise un nom d'utilisateur dans l'URL. Et nous avons vu précédemment que certains utilisent des identifiants numériques et ceux-là ne pourront malheureusement pas être présents dans cet outil. Et nous pouvons voir qu'il a été utilisé dans Wamai, dans Spiderfoot, dans Snowint, dans Maltego. Et vous voyez que là, il a fait le travail pour nous. Si nous voulons rajouter What's My Name dans le fichier en partant du principe qu'il n'y est pas, vous voyez qu'il n'y est pas, et nous pouvons nous-mêmes le rajouter. C'est une chose que je vous invite par exemple à faire. D'autres outils existent encore. On peut par exemple utiliser ReconNG que j'ai installé. Je ne sais pas s'il marche. ReconNG, non. C'est Recon.
Et là, source, env, bin, activate. Voilà. Et à partir de là, je pourrais utiliser l'outil ColleNG Python. Voilà. Et là, je pourrais utiliser l'outil ReconNG. Si vous utilisez Ubuntu et qu'il n'est pas déjà installé, je vous mets les commandes à utiliser et vous les voyez ici. Alors, pensez à faire d'abord le sudo, puis créer le dossier tools, y rentrer, copier le guide de ReconNG, rentrer dans le dossier de ReconNG, créer un environnement virtuel pour faire tourner l'outil ReconNG, l'activer, installer les prérequis, et à partir de là, une fois que vous aurez activé ce Vim, vous pourrez utiliser ReconNG en tapant Python ReconNG. Une fois que nous sommes rentrés dedans, vous devrez rajouter un espace de travail pour chaque enquête que vous mènerez. Et par exemple, nous devrons taper workspaces, add, enquête, Donald. Nous pouvons voir qu'une enquête Donald a été rajoutée. Hop, pardon. Et on voit que ça n'a pas marché. Donc, c'est pas add, c'est l'ancienne commande. La nouvelle, c'est create. Voilà. Et l'enquête Donald a été créée. Ensuite, marketplace. Nous voyons les informations disponibles, info, all. Alors, la documentation sur le web n'est pas très présente, mais l'outil vous donnera à chaque fois les commandes disponibles et à utiliser. Et là, vous pouvez voir tous les modules qui sont disponibles. Nous, ce que l'on cherche, c'est sur les noms des utilisateurs. Donc, on va faire cette recherche et on se rend compte qu'il y a, par exemple, Provider que j'ai installé. Si vous ne l'avez pas installé, il suffira tout simplement de taper Marketplace, Install, Profiler. Là, je vais, par exemple, pour vous montrer comment on fait, installer Namecheck. CHK. Et pour Namecheck, il faut une clé API dont il ne fonctionnera pas à moins que je la rajoute. Mais pour Profiler, vous n'en avez pas besoin. Là, on va le charger. Load Profiler. Et ce n'est plus Marketplace, mais module, puisque je l'ai installé. Ici, une chose à faire qui peut être utile, c'est de regarder comment la base de données fonctionne. Et nous voyons que pour les profils, nous avons un username, mais nous avons aussi, par exemple, les GitHub, les leaks, les credentials, les contacts, les hosts, les ports, les vulnérabilités, les locations, les companies et les domaines. Nous, ce que nous voudrons, c'est rajouter dans Profiles. Donc, il faudra, par exemple, si je tape DB, j'aurai les commandes disponibles. Là, je veux faire un DB insert dans Profiles. Et il me demande un nom d'utilisateur. Là, je mets Donald Trump. Et je n'ai pas d'autres informations, donc je valide directement. Et nous pouvons voir que nous avons une nouvelle entrée utilisateur. Et là, je peux faire tout simplement run. Et il va faire ses propres recherches. Alors, pour voir les résultats, on devra faire une requête SQL. Rien de très compliqué. Par exemple, ce sera DB pour notifier au logiciel que vous voulez faire une requête sur la base de données. Query pour lui dire que vous allez lui faire une requête. Select pour choisir les éléments dans le tableau que vous voulez afficher. Dans notre cas, par exemple, ce sera username, ressource, URL, puis from, et le tableau que vous voulez afficher. Là, je valide et j'ai là toute une liste de résultats qu'il a trouvés. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide et nous avons l'avantage d'avoir l'URL. Nous pouvons directement cliquer dessus et y accéder. Une chose qui peut être intéressante, c'est de n'avoir que l'URL. Dans ce cas, j'efface tous les autres et là, je n'aurai que les URL. Vous pouvez copier tout cela dans un fichier texte. Il peut être intéressant d'utiliser A-Witness sur tous les URL donnés comme résultat. On vérifiera comme ça rapidement et visuellement la pertinence des résultats. En effet, A-Witness fait des captures d'écran de site. Une fois fini, on a le résultat sur une page web.
Recon Engine nécessite un peu de configuration au départ, notamment l'ajout des clés API pour certains modules. Mais une fois en place, l'environnement devient un poste d'analyse OSINT complet. Il existe d'autres outils, je vous invite à les tester et voir leurs forces et faiblesses. Image de profil. Parfois, la photo de profil elle-même peut servir d'identifiant unique. Certaines personnes utilisent la même image sur plusieurs plateformes. Et ça, c'est une excellente opportunité pour croiser les données. Il faudra commencer par vous poser les bonnes questions. Qui est sur la photo? S'agit-il d'un logo, d'un club de foot, d'un personnage connu? Où cette image semble-t-elle avoir été prise? Et surtout, depuis quand circule-t-elle en ligne? Une recherche inversée d'images peut répondre à beaucoup de ces questions. Pensez à l'utiliser systématiquement. Certains services centralisent même l'image de profil sur plusieurs comptes. C'est le cas de Gravatar, de synchroniser automatiquement sa photo de profil sur différents sites. Et là, par exemple, j'ai fait une recherche sur Gravatar avec Donald. Le premier résultat ne donne quasiment pas d'informations. On peut faire l'essai. Si je tape .json, je n'apprends pas grand-chose. Par contre, le deuxième me sera déjà beaucoup plus utile avec un LinkedIn et un Facebook. Et voici une autre astuce. Si le profil de votre cible est privé, jetez un œil à ses amis. Certains auront peut-être des comptes publics et vous pourriez ainsi découvrir des informations indirectes, mais très utiles. Les images de profil sont souvent sous-estimées, mais elles peuvent ouvrir bien des portes. Exploitez-les intelligemment. Là, typiquement, si je veux faire une recherche inversée, sur l'image, j'ai quelques résultats qui peuvent paraître intéressants. Les diagrammes. L'un des grands principes du renseignement en sources ouvertes, c'est d'avoir une méthode. Michael Bazel, expert reconnu en OSINT, a conçu des workflows visuels. Chaque type de données, qu'il s'agisse d'une adresse email, d'un pseudonyme, d'un numéro de téléphone ou d'un nom, a son propre parcours d'investigation. Ce type de diagramme ne donne pas une seule réponse. Il donne une méthode, un parcours de recherche logique et reproductible. Et que vous partiez d'un simple nom, d'un pseudonyme, d'un numéro ou d'une image, vous suivez la même approche. Explorez chaque piste sans rien négliger. Et surtout, n'oubliez pas de créer votre propre base de connaissances. Personnellement, j'aime bien Obsidian, mais vous pouvez utiliser un guidebook, un wiki ou même une simple feuille Excel. Voici un exemple sur lequel vous pouvez peut-être vous inspirer pour démarrer votre propre base de données. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite donc à créer cette bibliothèque. Pour les États-Unis d'Amérique, l'outil développé par Michael Bazel permet de combiner plusieurs recherches simultanément. Vous pouvez le télécharger et en faire une version personnalisée si vous avez quelques connaissances basiques en HTML. Cela vous permettra de vous l'approprier, de l'adapter à vos besoins et de l'avoir toujours sous la main quoi qu'il arrive. Je vais vous montrer comment faire. Pour ce faire, je vais sur leur site web, j'appuie sur Tools et là nous avons accès à tous les liens avec par exemple les moteurs de recherche que nous utiliserons le plus souvent, des outils pour faire des recherches sur des adresses email, sur des images, sur des pseudonymes, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur des sites de réseaux sociaux tels que Reddit, 4chan, TikTok, etc., etc. Donc, pour ce faire, nous allons copier le site web et le télécharger sur notre PC. Alors, sachez que par exemple, si vous ne le mettez pas en ligne sur un serveur web, les outils de recherche sur les PasteBin ne seront pas accessibles parce que c'est un type de requête qui demande à être sur un serveur. Mais sinon, tous les autres fonctionneront parfaitement. Donc, nous allons sur la page web principale, sur l'index, nous faisons un copier et nous allons utiliser le logiciel WinHTTrack Website Copier. Alors, je vais copier. Je vais donner un nom au site que nous allons copier, là, une telle technique.
Même on peut rajouter Tools. Je choisis le dossier de destination. Je rajoute l'adresse ici. Et ensuite, tous les paramètres par défaut suffiront largement. Donc je fais terminer. Et là nous voyons que le logiciel se met à copier l'intégralité du site web avec tous les liens qu'il va trouver. Selon la taille du site, ce sera plus ou moins long. Ici, ça devrait être assez rapide. Alors c'est terminé. Et je peux valider, quitter. Alors si je vais sur le dossier mes sites web où je l'ai copié, nous pouvons voir que nous avons un dossier Intel Technique Tools. Alors sachez que, par exemple, si vous cliquez sur Index, le logiciel HTTrack fournit un index de tous les sites que vous avez copiés pour pouvoir y accéder rapidement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Intel Technique Tools. Si nous rentrons à l'intérieur, nous voyons les fichiers de configuration de JavaScript et de CSS, des polices, des images. Et là, nous avons tous les outils que nous pourrons utiliser. Donc, je vous conseille de le copier, histoire de garder l'original, et de le coller dans un autre dossier sur lequel vous pourrez travailler. Nous allons ouvrir VS Code ou VS Codium, par exemple, ou tout autre logiciel d'édition, et nous allons ouvrir le dossier. Je me dirige sur le dossier que j'ai copié, je vais dans Tools, et là je fais sélectionner. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes pages web. Si je clique par exemple sur la première, nous avons accès à la page web en HTML directement. Alors ici, à titre d'exemple, nous allons travailler sur Search. Je ne connais pas votre niveau en HTML, mais là, si vous regardez cette div, c'est le container header avec Intel Techniques. Si je reviens sur la page, si je l'ouvre sur une page web, cela correspond à cette partie-là. Alors, ce qui peut nous intéresser, c'est peut-être de modifier le titre, d'enlever tous ces liens et cette vignette. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Là, je vais l'appeler par exemple mes outils et je vais enlever ce lien. Sinon, à chaque fois que je cliquerai dessus, ça m'emmènera sur la page web de Intel Technique. Chose que je ne veux pas forcément. Je peux sauvegarder. Et si je reviens sur la page web et que je rafraîchis, nous voyons que ça a changé. Maintenant, je peux cliquer dessus sans aucun souci. Alors, autre chose, toute cette partie correspond, comme vous pouvez le voir ici, à tous les onglets que je peux ouvrir sur la page web. Et sur mon PC ou mon serveur, je n'en ai pas besoin, je sauvegarde. Je vérifie ce qui s'est passé, j'actualise, et nous voyons que tous les liens ont disparu. Je reviens sur mon VS Codium. Là, nous avons les onglets de gauche, les tools. Je peux voir le titre ici. Et celle-là correspondra, comme vous pouvez le voir ici, à la vignette des livrants. Pareil, pour mon utilisation perso quotidienne, je n'en ai pas vraiment besoin. Je sauvegarde, je vérifie, je rafraîchis, et voilà, ça a disparu. Revenons, et là nous voyons comment fonctionne la page web. Et là nous avons un script qui va être incrémental, il va utiliser search et va rajouter un numéro. Comme vous pouvez le voir par exemple au premier, Google, c'est search 01. Il fera une requête sur ce lien en rajoutant un mot-clé et en ouvrant une fenêtre avec les résultats. Donc, pour savoir comment faire, je vais regarder quel est le dernier search, histoire de ne pas me tromper. Alors, je l'ai déjà fait, ce sera le dernier, c'est 37, il l'a rajouté ici. Mais je vais quand même aller jusqu'au fond, jusqu'en bas pour vérifier. 36, 37, donc le suivant sera 38. Là, à titre d'exemple, je vais le mettre au tout début, histoire de nous simplifier la vie. Je fais CTRL-C et je fais un CTRL-V pour le copier et le coller. Alors, la value, ce sera Papers. Nous allons utiliser ce site à titre d'exemple.
Et tous les 01 devront être changés en 38, puisque le dernier était 37. Donc je fais ça ligne par ligne, histoire d'être certain de n'en oublier aucun. Pareil, 38. Alors attention à celui-ci, il est facilement oubliable, etc., etc. 38. 38. Alors c'est un peu fastidieux si vous en avez beaucoup, mais si vous faites ça au fur et à mesure, c'est vraiment pas un problème. Et voilà. Maintenant, je reviens sur mon site web, je rafraîchis, et je vois qu'un nouvel onglet vient d'apparaître. Alors nous allons le tester. Par exemple, si nous voulons faire une enquête sur Macron, et nous voyons que ça fait une recherche sur Google. Ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait, mais si je regarde, en fait, je n'ai pas encore modifié la requête que j'utilise. Donc, regardons à quoi ressemble une requête Papers. Pour ce faire, je vais sur le site et je tape ici Macron. Je fais une recherche et étonnamment, si nous regardons le lien en haut, cela ressemble énormément à une requête Google. Nous avons le Q égale, le mot recherche et le site web. Je copie toute cette partie, je reviens sur mon éditeur et tout ce qui est en surbrillance, je le remplace par la nouvelle requête. Alors cette fois, je reviens sur mon outil, je le mets à jour, je ferme l'ancienne et là je retape Macron. Je clique sur Papers et nous voyons qu'une recherche a été directement réalisée sur le site web. Alors il peut peut-être être intéressant de faire ça, de le rajouter dans Companies. Je ne le trouve plus. Même de les classer par ordre alphabétique. Business and Government, voilà. Et de rajouter ici Papers. Ou tout simplement de créer une nouvelle page que vous rajouterez dans la liste des tools et dont vous personnaliserez tout le contenu pour qu'il corresponde à vos recherches particulières concernant tel ou tel, ou même concernant tel ou tel pays. N'hésitez pas donc à le personnaliser et à l'adapter à tous vos besoins, vos requêtes, à tous vos besoins, à vos enquêtes, et surtout le faire vôtre.